C'était le téléjournal de Radio-Canada. Bonsoir. George W. Bush s'installe à la Maison-Blanche pour 4 autres années. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Aujourd'hui, on s'est dit ce qui est arrivé, ça n'a absolument pas de sacré bon sens. C'est absolument invraisemblable. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, On est en guerre, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, les Britanniques témoignent une dernière fois leur affection pour leur princesse Diana. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai le cœur qui me débat quand même assez fort. Vous savez que c'est un moment qu'on attendait. Parce que la situation, il faut le dire, s'est gravement détériorée aujourd'hui dans tout le sud du Québec. Un événement qui survient aujourd'hui en ce jour de Noël est d'une ampleur telle qu'on se demande vraiment si on réalise ce qui se passe. Aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev. 150 ans après l'abolition de l'esclavage, 43 ans après que l'on eut accordé le droit de vote aux Noirs, un Afro-Américain, Barack Obama, est en voie d'accéder à la présidence des États-Unis. Bonsoir, ici Michel Desautels. Ça me fait drôlement plaisir d'être ici avec vous ce soir et avec Bernard de Rome. 33 ans de présence quotidienne dans votre maison, c'est plus que de la fidélité, ça devient de l'amitié. En tout cas, c'est un rapport absolument unique dans l'histoire de la télévision. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bernard de Rome, depuis l'École polytechnique de Montréal. Monsieur Pierre Laporte, assassiné par le Front de libération du Québec. Trudeau a dû répondre à de nombreuses questions. Au chef de l'opposition, M. Joe Les Clark. Warriors, accompagnés de femmes, d'enfants. Il est désormais plus possible d'être en possession légale d'une arme à feu. Ce pays-là a été frappé au cœur même de sa puissance. La situation est d'urgence. Il reste que c'est la guerre. L'horrible catastrophe de Challenger aujourd'hui. Ce n'est que 2 jours après le passage de Katrina que l'on prend pleinement conscience Le Premier de la ministre du gravité. Québec, M. Robert Bourassa, vient d'annoncer qu'une session spéciale. 19h36, heure de l'Est. Radio-Canada annonce que si la tendance du vote se maintient, L'option du non remportera ce C'est le référendum. premier grand choc de l'après-référendum. Jacques Parizeau qui quitte la vie politique. Jean Chrétien, c'est Shawinigan et vice-versa. Un certain suspense ce matin à Rideau Hall. Ceci complète les informations de Radio-Canada. Bonsoir, à demain. Mais d'abord, on a tous vieilli ensemble, on a grandi ensemble et on a surtout vu un monde s'accélérer de façon extraordinaire. On voyait des images de Barack Obama tout à l'heure. Alors, Barack Obama, ça, c'est un exemple vraiment merveilleux pour illustrer l'accélération de l'histoire. Quand on pense qu'il y a à peine 50 ans, hein, les Noirs aux États-Unis commençaient leur combat avec Rosa Parks, cette femme qui avait refusé céder son siège à un blanc dans un autobus d'Atlanta. Quelques années après, 5 ans après, Martin Luther King qui arrive avec son I Have a Dream. I have a dream today. Pendant ce temps-là, vous avez en Afrique du Sud l'apartheid, un gars qui s'appelle Mandela, qui est emprisonné de là de 20 ans. Éventuellement, il sort de prison, il devient, au début des années 90, 94, le premier président noir d'Afrique du Sud, donc un président de la majorité. Free at last. D'ailleurs, le Canada a joué un rôle extrêmement important dans le combat, la lutte à l'apartheid, en boycottant sur le plan économique. C'était vraiment un pays qui a donné le ton à ce boycott-là, l'Afrique du Sud. Et imaginez-vous, il y a quelques mois, qu'est-ce qu'on trouve à la tête des États-Unis? Un Noir à la tête du pays le plus puissant encore de la planète. Un autre exemple d'accélération de l'histoire, c'est la Chine à coup sûr. Vous avez vu cet été ce qui s'est passé à Pékin, là, la Chine qui reçoit le monde entier à ses Olympiques, hein, pour montrer à quel point le pays s'est plus ou moins occidentalisé sur le plan de l'économie, du moins, très fier de le faire. Quand on pense qu'en 70, donc à peine 40 ans plus tôt,
quelqu'un qui s'appelle Pierre Trudeau, qui est premier ministre du Canada, qui était déjà allé en Chine avec Jacques Hébert avant, mais là, qui va à titre de premier ministre et qui établit des relations diplomatiques avec ce pays-là, ce qui a ouvert la voie, du reste, à M. Nixon, qui, quelques années après, a établi des relations diplomatiques avec Pékin. Monsieur John Turner, le ministre des Finances, est réélu. Stéphane Dion, dans Saint-Laurent-Cartierville, le ministre élu. Madame Flora MacDonald, j'ai un peu peur de m'être avancé un peu trop tout à l'heure, elle est réélue dans Kingston-les-Îles. Il est certain que j'en ai élu des gens, j'en ai défait aussi. Gilles Cahouette est défait par un libéral dans Témiscamingue. Madame Campbell est défaite dans sa circonscription de Vancouver-Centre. J'en ai marié. Il est 13h10, heure de Londres. Les nouveaux mariés font leur apparition au balcon du palais de Buckingham. J'en ai enterré. Les gens sont venus laisser, en plus des fleurs, des messages, des mots d'amour. Diana, nous pleurons ta mort. Depuis ces derniers jours, Maurice Richard a eu droit à tous les honneurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans les fonds baptismaux, en fait, de la basilique Notre-Dame de Montréal, où on est sur le point de chanter le service funèbre de l'ancien premier ministre du Québec, Robert Bourassa. Des funérailles d'État. J'ai presque envie de vous dire que j'en ai même ressuscité. Je pense à Pierre Trudeau, en 80, qui est revenu en force après avoir démissionné en 1979. Je pense à Robert Bourassa, défait en 1976, et qui revient en 1985. J'aimerais ça qu'on remonte un peu dans le temps, Bernard, pour parler du téléjournal lui-même. Octobre 70, au moment où vous prenez la direction des choses de façon quotidienne. Et à ce moment-là, évidemment, le Québec est dans un état de choc considérable. Just watch me. Vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes assis dans notre salon et tous les soirs, à défaut de trouver le sens, on essaie en tout cas de savoir ce qui se passe, ce qui n'est pas de la première évidence. Et à travers vous, les gens regardent l'événement et il n'y a pas d'obstacle dû à votre âge, il n'y a pas de problème de crédibilité qui se pose. La connexion entre le téléspectateur, l'événement et vous se fait instantanément. D'ailleurs, c'est un capital de sympathie qui va vous suivre toute votre vie. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Les gens avaient peur, les gens étaient dans l'inconnu. Je dirais presque autant que nos dirigeants politiques. Souvenez-vous, quand M. Bourassa a ramené tout son cabinet, ils sont allés s'enfermer, enfin, c'était plus le bunker à Québec, c'était le bunker au Reine-Élisabeth à Montréal. Je veux dire, c'était assez exceptionnel, c'était assez particulier là, comme situation. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. Les gens avaient peur. Les gens étaient dans leurs petits souliers. Si d'ici 10 heures ce soir, les deux gouvernements n'ont pas répondu favorablement aux 7 conditions du FLQ, le ministre Laporte sera exécuté. On était dans l'Ouest à l'époque, l'ancien hôtel Foire. C'est la première fois que les caméras de télévision entraient, se déplaçaient dans la salle des nouvelles. C'est juste si on ne couchait pas là. C'était ça, quoi. Et à tout moment, on était aux aguets, puis il fallait, au fond, rendre compte, non pas dramatiser ce qui n'était pas, ni dédramatiser ce qui pouvait être dramatique, mais en même temps, c'était très difficile pour nous aussi de... il y avait beaucoup d'émotions qui passaient à travers ça, je veux dire, et probablement des émotions qui reflétaient ce que les téléspectateurs, même chose à la radio, pouvaient ressentir, je crois, à ce moment-là. Mesdames, Messieurs, c'était un bulletin spécial d'information. On était dans une période de grand bouleversement et qui n'allait pas s'arrêter. Ça, c'est assez extraordinaire. On entre à partir de là dans une période, et ça coïncide avec votre arrivée, où plein de choses qui étaient prises pour acquises vont être remises en cause. Tiens, parlons du 15 novembre 1976. Ah là là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai le cœur qui me débat quand même assez fort. Vous savez que ce moment qu'on attendait depuis si longtemps, ça vient de commencer. Les bureaux de votation viennent de fermer, puis ça commence pour vrai maintenant. Le premier gouvernement élu indépendantiste au Québec, impensable 15 ans avant, et pourtant, c'est la réalité. À ce moment-là, vous voyez cet événement-là, vous le couvrez. Oui, arrive le 15 novembre 1976. Ça, je dois vous dire que quelques jours avant, on savait ce qui s'en venait. Il y a un gars absolument extraordinaire, un sociologue qui s'appelle Maurice Pilard, qui, à mon avis, est probablement le plus grand sondeur. Et il est arrivé avec des sondages, je m'en disais, écoute, il dit, PQ là, l'affaire, il l'a. On montre ça à Claude Morin, je me souviens, qui dit, non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était 2 jours avant. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
15 novembre. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois. Encore une onde de choc au Québec, bien sûr, mais à travers le Canada. Tout le monde voulait savoir pourquoi et comment cette chose-là impensable venait de se produire. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. J'étais en studio à ce moment-là, il y avait un public qui était là pour passer ses commentaires. Et au moment où moi j'annonce que le Parti québécois va prendre le pouvoir, j'annonce, Radio-Canada confirme, bon, si la tendance se maintient, etc., que le prochain gouvernement soit formé par le Parti québécois, les gens dans la pièce se mettent à applaudir. Évidemment, la caméra ne les a pas montrés à ce moment-là, mais évidemment, il a fallu que je dise que ce n'était pas nos journalistes, c'était pas ceux-là. Mais nos copains du réseau anglais étaient à côté aussi, hein, dans le studio voisin, les gens de Toronto. Ils entendaient les applaudissements. J'ai un collègue du réseau anglais qui était avec le premier Starfleet, il dit « I think Canada is in a big trouble », puis on entendait les applaudissements de notre studio qui résonnaient dans le studio des anglophones. Parlons de René Lévesque à cause de ça. Vous avez eu l'occasion de le voir souvent, de le suivre, de l'interviewer. Lévesque, moi, je vous dirais, est un homme qui... C'était pas la langue de bois, hein. Lévesque, habituellement, était franc, était direct, pouvait être bête parfois, mais des sautes d'humeur, mais ça ne durait pas. Moi, je trouve qu'il était... C'était un être merveilleux à interviewer, oui, parce qu'il était il était franc. Bonsoir, M. Lévesque. M. de Rome, bonsoir. Mais au fond, la grande question qu'on voulait lui poser, M. Lévesque, il est certain que vous avez demandé aux gens de répondre oui à une question. Mais j'avais dit, dans l'hypothèse, il y a une majorité de oui. Est-ce que vous seriez prêt à revenir au peuple, à faire une deuxième consultation? Et là, M. Lévesque patinait beaucoup. Et évidemment, j'étais jeune, j'étais assez agressif, je dois le dire, maladroit sans doute, mais la question était là quand même. Alors, avec René Lévesque, j'ai dû revenir 3 fois à la charge pour lui suggérer une réponse, et finalement, il m'a dit non. Si le mandat est clair, qu'il est déterminant là, au point de vue comme vous avez déjà dit à l'Assemblée, à ce moment-là, je trouverais presque insultant pour une population de lui demander à tout bout de champ, est-ce que le oui que vous avez donné, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire? Quand même. Les sondages ont commencé un peu partout dans la presse. Il y a une majorité de gens qui souhaitaient qu'il y ait une deuxième consultation, un deuxième référendum. Et lorsque M. Lévesque s'est levé à l'Assemblée nationale pour rendre compte du libellé de la question, on se souvient, il y avait cette histoire d'un deuxième référendum. Même après que le gouvernement aura reçu un mandat de négocier une nouvelle entente avec le Canada, aucun changement de statut politique ne sera effectué sans que la population québécoise ait eu l'occasion de l'approuver spécifiquement par la même voie démocratique du référendum. Tout de suite, moi, j'appelle Lépine pour dire, écoute, sors-moi l'extrait de l'entrevue avec Lévesque pour montrer qu'il a changé d'idée. Et entre-temps, moi, j'avais vu quelques ministres qui avaient dit, « Hey, tu l'as fait réfléchir, le boss. » Je suis heureux et soulagé que les Québécois et les Québécoises aient mis fin à leurs doutes et proclamé aujourd'hui par un vote majoritaire leur attachement au Canada. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Je pense qu'on n'a jamais vu d'accueil aussi passionné et aussi déchirant. Le peuple a répondu clairement. Gens du pays. Allez! C'est votre tour. Les moments forts, référendum de 1980, perdu dans les circonstances qu'on sait, mais... Oui, je me souviendrai toujours qu'avant d'aller en onde, bon, on avait de l'âge, là, et puis, bon, j'étais en train de me préparer pour aussi un temps d'arrêt pour réfléchir un peu. Et tout à coup, avant que je n'entre en studio, c'est peut-être 10 minutes avant, ça frappe, ça cogne à la porte. J'en trouve la porte. C'est Barbara Frum, tu sais, cette fameuse
animatrice avec qui j'avais fait des émissions bilingues pendant le référendum. Là. Alors, ça, tu faisait As It Happens, entre autres, à la radio, puis à la télévision ensuite. Là, qui a fait le Journal. Le Journal pendant très longtemps. Et qui est arrivé avec une rose. Elle dit « Good luck, Bernard ». C'était Toronto qui m'a envoyé cette fleur en signe de porte-bonheur, puis au fond en se disant « J'espère que ça va bien tourner ». Autant on avait pu sentir l'arrivée peut-être du PQ en 76, vous le disiez, quelques jours avant, on savait, il y avait quelque chose dans l'air de spécial en cette fin d'automne 95, au moment du deuxième référendum. Qu'est-ce que ça donnait, le sentiment, au moment où on commence on ferme les boîtes de scrutin, on amorce le comptage, vous êtes en studio pour la soirée. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Même le week-end avant, je me souviens dans la rue de Montréal, c'était d'un calme absolument incroyable. On sentait, je sais pas ce qu'on sentait une attente, on sentait une espèce de vide à quelque part. Puis qu'est-ce qui va se passer? Des gens, évidemment, qui espéraient beaucoup, d'autres qui souhaitaient, qui étaient en train de boire une dernière fois en santé du Canada, etc. Et le soir même du référendum, nous étions dans nos studios de la Cité du Havre, à Montréal. Très, très grand studio. Et je n'oublierai jamais, moi, les 3 minutes avant d'aller en onde. On était quand même nombreux, là, quand même. Hein? On était nombreux. Il n'y a pas un mot qui se disait. Je n'ai jamais entendu un tel silence. Je n'ai jamais entendu... j'avais vécu, je pense, une atmosphère aussi lourde que celle-là. 5, 4, 3... C'était à couper au couteau. C'était presque affolant. Évidemment, quand on va en onde, bon, ces 5 premières minutes vont. Le reste, en principe, si on a fait ses devoirs correctement, devrait aller sans trop de problèmes. Est-ce que vous sentez maintenant, à la fin de la campagne, qu'on aurait pu faire un... On l'a vu tout autour de la soirée, écoutez, 50. Et au moment où ça a basculé en faveur du non, et ça semblait définitif. M. Landry, quelque chose? Bon, là, je pense qu'il y a déjà une chose importante qu'on peut et doit dire. Je ne sais pas qui va gagner. Bernard Landry était à notre table, et c'est là qu'il a vu ce qui se passait et qu'il avait plus ou moins concédé. Il avait compris. Il a dit, bon, je me range, je crois comprendre que ça en est. L'autre chose dont je me souviens, à notre table, il y avait Jean-Roch Boivin, qui a joué un rôle extrêmement important au Parti québécois, avec Marc-Yvan Côté, qui avait été ministre de la Santé du Québec aussi. C'était nos 2 analystes à notre table. Et quand M. Parizeau a fait sa fameuse déclaration là, sur les causes de la défaite... C'est vrai qu'on a été battus, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Là, je vois encore, on se demandait si on avait bien compris, et je vois à côté Jean-Roch Boivin qui dit « Parle pas de ça, parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. » Marquez-moi à côté de la même façon, il ne absolument pas se prononcer là-dessus. Ça, ce sont des choses que je ne vous dirai jamais. Vous savez, quand je suis arrivé au téléjournal, il n'y avait pas de réunion de production, ça n'existait pas. Après, un petit bout de temps, j'ai cru que ça n'avait pas de sacré bon sens. Il y avait quoi? Il y avait un pupitre, il y avait 2 affectateurs, un national, international, tout ce que vous voulez, puis un autre régional, ou même plutôt montréalais, je dirais. J'ai dit, ça n'a aucune allure. J'ai dit, il faut qu'on instaure des réunions de production. 10 minutes dessus. Nous autres, on pourrait faire 2. Ah, c'est un must. Ah, c'est un must, oui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai l'impression que l'histoire, c'est toujours avant-hier, mais il y a des moments où on est en train d'assister à l'histoire. On va quitter le Québec et le Canada un peu. Est-ce que parmi les moments forts, parce que symboliquement, d'abord, ce mur de Berlin qui commence à tomber littéralement sous les coups de poing, au moment où ces images-là nous parviennent, où on est appelé à les commenter pour la première fois, vous sentez que, encore là, l'histoire vient de faire un grand saut et que ça va avoir des effets, mais alors, considérables sur la planète pendant longtemps. C'est drôle, vous parlez de l'histoire, hein? Ça c'est un mot, je veux dire, auquel j'ai toujours fait bien attention avec ça. C'est certain que le mur de Berlin, c'est de l'histoire, il n'y a pas d'erreur, c'est évident que c'en est. It's wonderful.
C'est le sens même de l'espoir. C'est l'image même de l'espoir. C'est extraordinaire, c'est extrêmement émouvant que de voir les gens grimper, s'agripper avec des pics de l'autre côté qui est en train de défaire brique par brique ce mur-là. Et la chute de ce mur de Berlin, c'était le prélude à la chute d'un plus gros mur qui est celui du communisme, finalement. Je me souviens, moi, quelque temps après la chute de Berlin, je suis allé à Moscou, Mulroney s'en allait visiter l'URSS, c'était à l'époque de Gorbatchev, évidemment, qui est grand responsable de ce qui est arrivé. Et on diffusait le téléjournal là-bas. Aujourd'hui, M. Mulroney et Gorbatchev ont passé plus de 4 heures ensemble. Déclaration politique commune a suivi. Dans l'ensemble, on sent le rapprochement sur les grandes questions, en particulier sur cette volonté de vouloir rebâtir l'économie soviétique. Pendant une semaine, et à tous les jours, tous les pays de l'Est, il y en avait un par jour qui tombaient, c'était comme des demi-heures. Évidemment, on sentait bien qu'il se passerait quelque chose. Et quelque temps après, je me souviens que le soir de Noël, je l'ai passé à Radio-Canada parce qu'on a fait, à ce moment-là, une émission spéciale. Radio-Canada présente une émission spéciale d'information. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome à Montréal. Eh bien, l'événement qui survient aujourd'hui, en ce jour de Noël, est d'une ampleur telle qu'on se demande vraiment si on réalise ce qui se passe. Aujourd'hui, Mikhaïl Gorbatchev, qui depuis 6 ans était à la tête de la 2e puissance au monde, s'est résigné à démissionner et sa démission, en même temps, se trouve à sceller la disparition d'un pays, d'un empire même, l'URSS. Ça n'est pas rien, ça. Je vois encore le drapeau de l'URSS qui est amené, pour la dernière fois. Et c'est la fin, évidemment, d'une époque extrêmement importante. C'est la fin, donc, du communisme. Je pense bien qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui y passent à travers ça. On a beau se préparer comme on voudra, mais on ne peut jamais se préparer à décrire des événements comme ceux-là. C'est le métier qui vous sauve à ce moment-là. Oui, parce que, comme téléspectateur, des événements comme ceux-là peuvent tirer les larmes facilement, alors qu'on est dans la politique pure, mais il y a quelque chose de très fort. Oui, bien à ce moment-là, il y a une relation avec le public aussi. Je pense qu'on oui, on est journaliste, on commente les choses ou on décrit les choses à ce moment-là, mais au fond, je pense que de son côté, le téléspectateur vibre de la même façon aux événements. Chaque fois, des drames comme ceux-là nous laissent absolument incrédules. 229 vies fauchées en 1 seconde. Le vol 111 de Swissair qui s'est écrasé juste au large de Peggy's Cove, ici à 7000 nautiques. On n'en croit pas ses yeux. On n'en croit pas ses yeux. Bon, je comprends qu'il faille garder son calme. Je veux dire, c'est pas évident. Je veux dire, ça bat, là, par là. Hein? C'est bon. Alors, ce sont des émotions qu'on ne peut pas contrôler, mais je pense que ces émotions-là sont nécessaires et il n'y a personne, je pense, qui nous en tient rigueur. Dans ce sens-là, il faut faire un peu confiance à son instinct, parce que autant le métier fait qu'on ne va pas déraper complètement, mais il ne faut pas hésiter à se... Ah non, moi, ça ne me gêne pas du tout, pas du tout. Je ne disais pas plus que quand Cronkite a pleuré lorsque Kennedy est mort, finalement, il a dit « President Kennedy is dead ». Puis là, il y a une espèce de larme qui a coulé. Je ne pense pas qu'il s'était mis une goutte avant pour... c'était pas du cinéma que cette histoire-là. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. C'est normal d'avoir le moton parfois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, l'être humain est ce qu'il est. Et puis c'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on n'est pas des êtres humains. Ça faut que les gens le sachent. Il faut crever ce ballon-là. En parlant d'êtres humains, il y a des choses qui, comme la bêtise, elle est à peu près généralement répartie sur la planète, mais les catastrophes aussi, sauf que souvent, je ne sais pas, les grands tremblements de terre, on imagine la Turquie, la Chine, le Mexique à la rigueur, les tsunamis, c'est à l'autre bout du monde. Et tout à coup arrivent des événements comme Katrina, par exemple. Ce n'est que 2 jours après le passage de Katrina que l'on prend pleinement conscience de la gravité de la catastrophe. Je suis pas allé sur place là-bas, je me souviens de mes camarades qui sont allés, Saint-Pierre, d'autres ont fait un travail absolument merveilleux là-dessus. Il y avait évidemment Bush qui se faisait attendre, là, je veux dire, qui se promenait le haut de son avion, là, il essayait de se rattraper par la suite. Oui, je suis touché par des choses comme ça. Bien sûr qu'on est touché, je le rappelle, je veux dire, il y a une sensibilité quand même, si on est un être humain, on ne peut pas rester insensible à des choses comme celle-là. Cette tragédie des éboulements, c'est en fait celle des 2000 habitants de ce petit village d'où viennent 42 des 43 victimes.
Est-ce qu'il y a des choses qui nous trahissent parfois? C'est possible. Lors de tragédies, des choses comme celle-là, je veux dire, bon, comme je vous dis, moi, ça ne me gêne pas d'y aller de mes émotions, pas qu'elles soient calculées, pas qu'elles soient fabriquées. Je pense qu'il y a une spontanéité. Je pense que cette spontanéité-là, ça va avec le métier aussi. Hein. Ça prend un certain temps, malgré tout, je dirais, d'être vraiment soi-même à faire le métier qu'on fait. Au début, on est là, bon, on cherche un peu, on a peur de manquer de matériel, on est conscient d'une caméra, mais on sait bien que l'objectif qui est là, mais ce sont des gens qui ont peur. Bref, on a tous pensé la même chose aujourd'hui. On s'est dit ce qui est arrivé, ça n'a absolument pas de sacré bon sens, c'est absolument invraisemblable. Et pourtant, ce qui est arrivé, c'est bien, bien vrai. Moi, en tout cas, j'ai mis un certain temps au fond, à trouver ou à me présenter vraiment tel que je suis. On vient de passer une date anniversaire encore là, en début décembre aux événements de Polytechnique. Déjà, bon, dans les premières heures, c'est essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Mais dès le lendemain, ça c'est un travail auquel vous êtes adonné avec nous tous, essayer de comprendre, de donner un sens à ça. Là, c'est très difficile parce qu'on dépasse, dans le fond, ce qu'on attend de la nouvelle. En même temps, le téléspectateur, comme l'auditeur ou le lecteur que nous sommes, a besoin de réponses, d'éléments de réponse. L'événement brut, là, je me souviens, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Et en fin d'après-midi, les infirmières me disent « Monsieur de Rome, s'est passé quelque chose d'assez grave, pas loin d'ici. » Évidemment, c'est à côté de Poly. C'est là que j'ai bien vu l'ampleur, enfin, ce qui s'était passé. On était sous le choc. S'il vous plaît. Ce qu'on comprend mieux, on se l'explique peut-être un peu mieux, mais on ne comprend toujours pas. Ouais. Je me souviens, moi, c'était un moment extrêmement difficile, c'était les funérailles, ces gens-là. Bon, j'en ai fait beaucoup de funérailles, ça aussi. C'était particulièrement difficile, c'était particulièrement délicat. Par quel bout on prend ça? Qu'est-ce qu'on dit? Enfin, il y a un ton, oui, je le sais. Heureusement que le français est une langue très riche. Ce soir, je vous propose très simplement de prendre un peu de recul, si c'est possible, face à ces événements-là, et de revoir le plus calmement possible le fil de ces événements tragiques. Il faut prendre le temps de trouver des mots pour le dire. Et le ton, mais c'était assez angoissant tout ça, c'était assez inexplicable encore. On a l'impression que ce genre de tragédie n'arrive qu'ailleurs, même si on a toujours en tête le souvenir horrible de Polytechnique il y a 17 ans. Aujourd'hui, ça s'est passé ici, à Montréal. Montréal a vécu un autre cauchemar. Il était juste sur le point du champ-là. Qu'est-ce qu'on doit penser, et ça c'est un phénomène récurrent, de plus en plus fréquent, des gens qui se mettent en scène pour la télévision dans des actions criminelles, terroristes, etc. Kim Vergil l'a fait, c'était planifié par Internet, mais bon, sur les campus américains, on prévient même la télévision, on s'assure qu'il y a des caméras, bref. Ben oui, il y a une prudence à avoir là-dedans, je sais, bon, dans le cas de Kim Vergil, il a été décidé très rapidement qu'on ne montrait plus la photographie de cet individu-là. Bon, on fait la nouvelle, on le fait, bon. C'est une question d'équilibre, hein, et de dosage et tout. Bon, oui, il faut expliquer le phénomène, je pense qu'il faut le faire, mais il y a une espèce... On marche sur des œufs, moi je pense, lorsqu'on traite de ces questions-là. C'est très délicat, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On souhaite que ça ne se reproduise pas, mais je pense que c'est aux médias d'être très prudents, du reste que comme dans tout ce qu'on fait finalement. Une nouvelle, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, informer, qu'est-ce que c'est? C'est donner un sens à quelque chose. Ça vient du mot formare en latin. Hein? Alors, ça veut dire donner un sens à quelque chose. Alors, dans la mesure où ça donne un sens, où ça ajoute à ce que l'on connaît déjà, je veux dire, là, je pense qu'il y a une pertinence, je pense qu'il y a raison d'en parler. Autrement, on fait du surplace, autrement, on tombe dans la facilité. On a parlé d'hommes politiques qui soit sont à la hauteur ou pas. Leur vie n'est pas simple, elle n'est pas facile. Comme on dit, dans un one-on-one, un face-à-face, souvent, ce sont des gens qui gagnent à être connus. Merci. Ça va bien? Je pense qu'il y a une manière différente de faire de la politique.
quand on est une femme. Non, je ne suis pas en campagne électorale. On pourra se voir la semaine prochaine. J'en arrive à la conclusion, moi, que la plupart des gens qui accèdent à des postes de cette importance-là, je veux dire, ne sont pas là pour rien. Je veux dire, on va y critiquer, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Je veux dire, c'est pas par hasard que ces gens-là sont là. Je pense que dans bien des cas, je veux dire que c'est mérité. C'est rarement par accident, je crois. C'est rarement par accident. Il faut quand même leur donner ça. Et je suis pas prêt à dire qu'ils sont, enfin bon, le vieux cliché, ils sont là pour leur propre personne. Là, en fait, c'est dans la façon de gouverner, c'est ça l'histoire. C'est différent. Et évidemment, dans l'opposition, souvent, ces gens-là sont beaucoup plus ouverts. Ces gens-là sont plus, ils sont prêts à collaborer. Ils sont très à l'écoute. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'une fois arrivés au pouvoir, ils mettent peu de temps à ce qu'autour d'eux, il y a une espèce de mur qui s'érige. Un mur qui s'érige, à ce moment-là, ils perdent le contact. Ça, c'est très fréquent. Il y a quelques-uns qui jouaient beaucoup de téléphone. M. Mulroney faisait ça. M. Bourassa était toujours au téléphone, quand même, pour essayer de prendre contact là, avec l'extérieur, savoir un peu. Enfin, il y avait ses pions un peu partout. Il est rendu pas mal plus loin, et déjà une chose qui saute aux yeux, c'est que l'Union nationale est finie. Il y a des gens attachants, qu'est-ce que tu veux. L'évêque était un être exquis, fermé quand même, qui gardait ses distances, mais c'était un être exquis. Évidemment, on l'avait connu comme communicateur aussi. Bon, il était exceptionnel. De tous les grands rassemblements qu'a suscité René Lévesque au cours des 25 dernières années, celui d'aujourd'hui est le dernier. On a appris la mort de René Lévesque, c'était un dimanche soir, tardivement. Le lendemain, nous sommes à l'émission spéciale, alors en studio. Je me souviendrai toujours de ce que Marc-André Bédard avait dit. Je trouve que ça résume très bien ce que Lévesque a représenté et pourquoi les Québécois l'ont tellement aimé. Bédard avait dit « Pourquoi on l'a beaucoup aimé, René? Parce qu'il savait jusqu'où les Québécois étaient prêts à aller. » C'était lui, René Lévesque. Bourassa était un être qui gagnait à être connu, qui était charmant, qui était fin comme une mouche, mais c'était pas facile à interviewer. C'était mieux patiné que Bourassa, c'était difficile. On ne viendra peut-être pas entrer, comme on dirait, dans la plomberie. Il reste qu'il y en a plus. Finalement, vous trouvez que c'est un peu périlleux comme aventure. C'est ce que vous dites? Je vous dis que c'est un énorme risque qui n'est pas nécessaire avec les pouvoirs qu'on a pour protéger notre culture et avec les pouvoirs qu'on a sur le plan économique pour nous développer. Il avait tendance à aller chercher, à communiquer. Il essayait de se sonder lui-même avec les gens, notamment la presse, beaucoup. Hein. Bien, ça, bien sûr, qu'il ne gênait pas pour intervenir ou téléphoner au bureau régulièrement. Mais moi, mon premier contact avec Robert Bourassa, j'étais journaliste dans la salle des nouvelles à ce moment-là. On m'a dit, écoute, Bourassa était à McGill ce soir. Et c'était juste avant le congrès à la direction du Parti libéral pour remplacer Lesage. Et bon, je doutais bien que M. Bourassa tentait le terrain pour voir si il allait être candidat ou pas, mais je pense que son idée était faite depuis longtemps. Je m'en vais à McGill, je vois M. Bourassa. Oui, bonsoir, M. Bourassa. Alors, y allez-vous, y allez-vous pas? Ben, je songe, je ne sais pas encore, je vais voir. Bon, alors, si jamais vous y allez, quel est votre plan d'attaque? Quelle est votre idée maîtresse? Ben écoutez, moi je veux que le Québec avance, qu'avec Ottawa ça s'intègre, que les relations soient encore meilleures, qu'on obtienne plus de pouvoir. C'était Trudeau qui était à l'époque, à ce moment-là, au pouvoir. Et j'ai dit, alors quoi, c'est un fédéralisme? Ben il dit voilà, un fédéralisme qui va satisfaire les Québécois. J'ai dit un fédéralisme rentable? Il dit voilà, exactement ça. Le fédéralisme est rentable, mais c'est... Quand on parle de fédéralisme rentable, on ne parle pas simplement des rentrées fiscales. Alors, c'est une espèce d'expression qu'il a promené pendant je ne sais pas combien d'années, par des choses son fédéralisme rentable. Puis à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, c'est toi qui m'as donné cette idée-là. J'ai dit, vous avez reçu, M. Bourassa, j'aurais choisi une autre expression. Oui, puis ce soir, il y a des gens il y a des indépendantistes qui vont se dire, sacré de Rome, il nous a fait perdre quelques années. Hein. Ah ben oui, voilà. Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a dans tout ce lot d'hommes, de femmes politiques au Québec, au Canada ou à l'étranger, des gens qui
pas tant à cause de leur succès politique, mais à cause de leur humanité, je sais pas moi, de leur qualité de service public, vous ont vraiment impressionné? Mulroney est un gars évidemment extrêmement affable, assez futé, assez habile, intelligent, qui avait de l'audace aussi, à sa façon. Un gars, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Broadbent, Ed Broadbent. Et je me souviens, lorsqu'il a quitté son poste de chef du NPD, il a fait une longue interview avec lui. Et je me souviens qu'à la fin de l'interview, je lui ai dit un gros merci. Il a fait une espèce de petit clin d'œil en voulant dire, j'ai compris, je veux dire, oui, enfin, j'ai aimé, quoi. M. Broadbent, je vous remercie beaucoup et bonne 3e étape de vie. Merci. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet homme, pour ses qualités humaines, pour sa droiture, pour sa franchise, pour son intelligence, je pense qu'ils avaient toutes les qualités. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous êtes dit, cette journée-là, j'aurais aimé mieux ne pas la vivre? C'est-à-dire d'un point de vue personnel, oui, mais d'un point de vue journalistique, non. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'à chaque fois, je veux dire, il faut faire face à la réalité. Septembre 2001, je veux dire, c'est abominable. Enfin, il y en a d'autres, mais je ne suis pas prêt à dire ça. Je ne suis pas prêt à dire ça. Et au plan personnel? Au plan personnel, après tout, je veux dire, oui, je veux dire, des drames, des choses comme ça, là. Les guerres. Moi, quand je me souviens très bien, la première guerre en Irak, il n'y avait pas d'RDI à ce moment, il n'y avait pas de chaîne continue. Donc, tous les soirs, en plus de téléjournal, je faisais une demi-heure avec Lépine, avec Jean-François Lépine, faire le point sur la guerre en Irak. Et puis là, on sentait que c'était peut-être sur le point d'arriver. À 18h30, bon, ça se termine. Et puis 10 minutes après, on prend l'antenne rapidement. Puis là, on voit évidemment où se souvenez, le feu d'artifice à Bagdad et tout. On est en guerre, le Canada est en guerre pour la première fois depuis 40 ans. Ça, je ne pensais jamais dire ça de ma vie. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie. C'est une responsabilité. J'étais peut-être le premier à dire ça, moi, en tout cas chez nous. Ah, ça avait frappé, en tout cas. Ça avait frappé beaucoup. Oui. Hein? Bon. Je me souviens de vos reportages au moment où il y a eu le 50e anniversaire du débarquement de Normandie. Plusieurs émissions, plusieurs documents présentés. Et on avait l'impression que vous étiez en train de voir incarner la notion du sacrifice, de la reconnaissance et surtout du froid que ça laisse ici au Québec. Les vétérans avec leurs coquelicots, c'est justement des vieux messieurs dans les centres commerciaux. Or, ces jeunes-là avaient 18 ans lorsqu'ils sont morts sur les champs d'honneur. Donc, là, il y avait un travail pédagogique, mais vous étiez vraiment, on vous sentait embarqué dans cette histoire. On avait passé une semaine là-bas, en Normandie. Un an avant, j'étais allé faire un truc sur Dieppe aussi, ça je me souviens, c'est la chair à canon, ça, on sait ce qui s'est passé à Dieppe. Bon, le 50e anniversaire, moi, je trouve que c'est une expérience absolument formidable. Durant les 3 mois qu'a duré la campagne de Normandie, il y a 100 000 Canadiens qui sont venus combattre, tous des volontaires. 5 000 d'entre eux y ont laissé leur vie. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire. Alors, je pense qu'il faut le rappeler. Moi, je me souviens d'avoir été au cinéma avec ma fille, voir la liste de Schindler. Puis, je veux dire, elle était là avant le film. Puis, elle disait, ouais, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais je veux dire, elle découvrait les choses. Mais je pense que c'est important. La seule chose que je porte en monde, moi, c'est le coquelicot. Et ça, je le porte très volontiers. Je suis très sensible à ça. C'était un moment de très grande émotion, je vous dirais. Entre autres, je me souviens, lorsqu'on faisait les cimetières là, des soldats canadiens qui sont là-bas, il y en a plusieurs, il y en a un autre à un moment donné, où je me trouvais, et puis j'étais avec mon équipe, et puis là, j'ai décidé de faire une espèce de plateau à cet endroit-là, puis là, je voyais toutes les promenades, je voyais les pierres tombales, les petits drapeaux canadiens à côté, puis là, je me souviens, les noms, les âges. Alors, j'ai dit au caméraman, je disais, pars ta machine. Et puis là, je me suis laissé aller. Puis là, je me promenais. Et puis je regardais les noms, puis je regardais les âges. Ça en disait beaucoup. Le soldat Deneau, 19 ans, pour que l'amour de Dieu et la paix règnent enfin sur la terre. Eccleston,
du Royal Canadian Artillery, mort le 5 juillet à l'âge de 20 ans. C'est le stand-up le plus difficile, qui m'a le plus touché, je pense, que j'ai eu à faire. Oui, ça, j'ai pas oublié ça. Et la même chose, lorsque je me suis retrouvé en Afghanistan, pas longtemps quand même, après les événements qu'on avait connus chez nous, c'était assez, enfin, je veux dire l'expression, c'était assez délicat, c'était explosé tantôt, enfin, sans jeu de mots. Quand j'ai vu tous ces jeunes qui étaient là, je veux dire, qui allaient vraiment au fond, là, les petits boys, là, je veux dire, ils ont encore la couche aux fesses, ou à peu près, tu sais, ça a 18, ça a 19 ans, ça a peur de rien, puis en même temps, je veux dire, c'est... je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est... Moi, ça vient me chercher des choses comme celle-là. Et puis bien formé à part ça. En plus, je veux dire, ça a bien changé. Là, moi, je me suis rendu compte à quel point ces gens-là avaient une formation très sérieuse. Et puis c'était très fort, quoi. Ben, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. À vous écouter, je me rends compte qu'il n'y a pas une once de doute quant à la valeur du travail journalistique fait par la télévision, autrement dit, et à son importance. Il n'y a pas de cynisme chez vous, j'en sens aucun. Non. Il y a quand même quelque chose de remarquable là-dedans, non? Et enfin, s'il y a une tendance à cela, c'est à nous à faire notre métier. Je veux dire, c'est toujours le défi. Je souhaite, je veux dire, qu'on puisse prendre le temps aussi, puis qu'on trouve les moyens, peut-être, de s'y pencher un peu plus. Je veux dire, quand vous demandez à un journaliste aujourd'hui de faire cette intervention en ondes, plus deux reportages, je veux dire, c'est beaucoup demandé. Je trouve que c'est peut-être un peu trop, pour suivre mon avis. Oui, non? Le grand changement d'information, finalement, c'est ça, c'est l'accélération, le rythme qui a changé. Moi, j'appelle ça l'information BlackBerry aujourd'hui. Oui, vous savez très bien ce que votre adversaire pense, par exemple. Vous le savez instantanément, au moment où ça se passe, et déjà, vous retournez une réponse. Je veux dire, ça, je comprends très bien. En même temps, il y a un danger dans l'accélération des choses. Le grand problème, à mon avis, ça, j'y reviens très souvent, c'est le temps. C'est de prendre le temps de faire des choses. Est-ce qu'on peut relativiser les choses un peu plus? Je le souhaiterais, mais je pense que c'est le défi aussi. Il y en a d'autres qui verront à composer avec ça. On peut s'entendre, Bernard, pour dire que ça a été un voyage extraordinaire. C'est un voyage, une portion de voyage extraordinaire. C'est un long voyage. Je ne suis pas prêt d'oublier, c'est certain. Mais j'ai envie de poursuivre encore un petit peu. J'ai encore envie de faire un petit bout de voyage. Vous avez de beaux projets, il y a des coins que je n'ai pas encore exploités. Et on prendra le temps de le faire. Et puis, avec, je sais pas moi, le même goût, le même besoin, le même plaisir de découvrir, d'apprendre et puis de partager ça avec les gens. C'est ça, le plaisir. C'est pas seulement de livrer ça. Je veux dire, c'est de le préparer, c'est de monter tout ça et puis finalement de livrer aux gens quelque chose qu'on fait avec cœur puis avec passion. Je suis un homme passionné et j'espère que je suis un homme de cœur. Et bien, après la pause, un homme inimitable. Je ne veux pas qu'on termine cette rencontre tous les deux sans vous faire voir un document vidéo. Ce sera presque la conclusion de notre conversation, qui est une sorte de salutation en même temps qu'un hommage. Mais enfin, je ne veux pas me répandre là-dessus. Vous allez voir mieux que moi de quoi il s'agit. Regardez bien, Bernard, ce qu'on a pour vous. Eh bien, 33 ans, la barre du bulletin d'information s'est vite passée. Trop, sans doute. J'ai pourtant pris le temps de goûter chaque moment. Tous les bulletins de nouvelles ont été pour moi des événements uniques et je me suis toujours fait un point d'honneur de collaborer quotidiennement à leur préparation. Votre fidélité à vous tous, pendant toutes ces années, a été ma plus belle récompense. En retour, je vous ai offert cette passion que j'ai toujours eue pour mon métier, car il faut bien dire, informer les gens a été pour moi un rôle empreint d'une grande noblesse. Et sachez que mon but a toujours été d'en être digne. Pour certains, l'information est un droit, pour d'autres, un privilège. Pour moi, ce fut une raison de vivre. À ce niveau, croyez-moi, la tendance s'est toujours maintenue. Eh bien,
pour cette toute dernière fois, c'est du fond du cœur que je vous dis merci et bonsoir. Tu m'as eu, Pierre. Merci beaucoup. T'es presque plus vrai que moi. Salut. Merci, Bernard. Merci, Michel. Je viens de remarquer une chose. Verville semble avoir les yeux bleus. Pas aussi bleus que les vôtres. Mais vous savez que une partie de votre charme vient de ça. Hein? Nous sommes tous jaloux, mais bon, il faut le reconnaître. J'espère qu'il y a autre chose, quand même. Voici le 3e plus bel homme du Canada, Bernard de Rome. Bernard, vous êtes probablement le seul de nos gagnants de ce soir qui a réussi à se faire élire parmi les 10 plus beaux hommes du Canada avec un sourire de 10 secondes à la fin d'une émission C'est mon mauvais nouvelle. profil, là, ce soir. Alors, donnez-nous le bon profil et le sourire Celui-là, qui dit... vous verrez pas. Non, c'est pas grave, moi je vous vois tous les soirs. Quand vous direz bonsoir, alors.